Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et là, on continue avec la couleur dans DaVinci. Sauf que là, on va partir sur un petit peu plus technique et advanced. Si tu n'as pas vu la première vidéo, les colors basiques, je t'invite à aller la voir. Elle doit s'afficher par ici, là, sur l'écran. Car en fait, là, on va aller un petit peu plus en profondeur. Tu peux tout à fait suivre ce tutoriel, mais je te recommande d'aller voir le basique en premier. Cette vidéo, elle sera en deux parties. La première partie, je vais faire sur le color management, comment régler un color management dans tes settings. On fera 3 petits exercices super faciles. On parlera du raw media, qu'est-ce que c'est, et du color wrapper. Ça sera la première partie. Et je ferai une deuxième partie avec la suite du tutoriel. Ceci étant dit, let's go. On se retrouve dans notre onglet couleurs. Mais avant de commencer, qu'est-ce que le color management? C'est simple. Le color management, c'est un système à l'intérieur de DaVinci qui permet de gérer correctement les couleurs quand tu travailles avec plusieurs caméras. Chaque caméra enregistre une couleur différemment, puisque du coup tu en as plusieurs. Le rôle du color management, en fin de compte, il prend toutes ces images et il les réunit dans un seul endroit de colorimétrie en fait, pour que tout soit identique et qu'on puisse travailler correctement. Il y a un avantage majeur pour l'export. Pour l'export, si tu fais du bon color management, tu n'auras pas besoin de faire tout ton grading une deuxième fois. Que ça soit pour le cinéma, la télé, YouTube, tu vas simplifier ton export. Donc simplement, en fait, retiens juste une chose, c'est que le color management normalise tes sources, simplifie ton grading et optimise tes exports. Allez, maintenant on est parti. Une fois que vous avez importé votre projet, une fois que vous êtes dans l'onglet couleurs, on va dans le petit engrenage ici en bas à droite de votre écran. On clique et on arrive dans les settings du logiciel. On va aller dans Color Management, puisque du coup on parle de Color Management, obviously. Et là on va changer. On va mettre DaVinci RGB Color Managed. Et par contre là, ce qu'il y a, c'est qu'à la différence dans le tutoriel qu'il propose dans Blackmagic, c'est que c'est la version 17 et on n'a pas cette automatique Color Management. Donc nous on va le décocher et on va le faire manuellement. Alors pour le Color Processing Mode, on va changer et on va mettre sur HDR, DaVinci Wide Gamut Intermediate. Pourquoi? Parce qu'en fait, le HDR nous permet d'avoir une plage beaucoup plus large de travail. Ça ne veut pas dire que ça va sortir en HDR, ça veut dire que ça va nous permettre de travailler sur une plage plus large au niveau des couleurs, au niveau de tout ça. Et ensuite, pour le output, on va choisir le 709 Gamma 2.4. Ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le standard de ton écran pendant le grading. Une fois les réglages finis, il va falloir sauvegarder. Donc là, je vais décaler la fenêtre, comme ça vous allez voir de suite le changement ici au niveau des clips et des couleurs. Donc là, quand on fait save, regardez bien comment ça va changer. On a tout de suite, vous voyez, la couleur qu'on a récupérée. Franchement, c'est top. Là, on est sur une base pour travailler sur tous nos clips qui sont maintenant dans le color management, comme je disais au départ, dans un seul espace de colorimétrie pour pouvoir bosser sereinement et tranquillement. Et en plus, sur une plage HDR pour pouvoir avoir plus de possibilités, on va dire. Voilà, pour vulgariser. Une fois que le réglage du color management a été fait, il y a un petit truc à prendre en compte. C'est que là, tous nos clips ont été déjà préparés par Blackmagic, par le tutoriel. Donc là, c'est top. Par contre, si après Color Management, dans vos réglages, vous avez un problème et que vous voyez qu'il y a un clip qui est bizarre, qui a un mauvais contraste, qui a un mauvais gamma, qui est trop sombre, trop clair, etc. Là, ça veut dire qu'en fait, DaVinci Resolve, il n'a pas compris avec quoi vous avez filmé et il ne sait pas comment faire. Donc pour changer ça, c'est très simple. On clique sur le clip en question où il y a un problème, on fait un clic droit et on va dans les Input Color Space. Et quand vous êtes là-dedans, vous avez toutes les différentes marques, différents appareils pour pouvoir régler en fait le clip sur lequel il a été record. Blackmagic a fait quelque chose. La plupart du temps, si je me trompe pas, dites-le moi en commentaire, DNxHR, normalement, il n'aurait pas dû le reconnaître. Peut-être que je me trompe. Du coup là, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Blackmagic, ils ont réglé le paramètre ici et ils ont dit qu'ils ont filmé avec ceci. Voilà, Blackmagic Design, et ils ont réglé le clip là-dessus pour que DaVinci Resolve le reconnaisse et prenne en considération nos color management. Maintenant, on va aller s'amuser à changer les couleurs et bidouiller tout ça. Allez, c'est parti. Donc pour ce premier petit exercice, on va simplement mettre cette photo en noir et blanc. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est en utilisant la saturation. Si on prend la saturation et qu'on la met à 0, on a un noir et blanc. Basta, c'est réglé. Mais par contre, on ne peut pas régler ça comme on veut. Donc il y a une autre méthode. C'est de se rendre dans RGB Mixer. Quand on clique ici, on va arriver sur nos 3 petites couleurs, le red, le green et le blue. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher monochrome. Monochrome va faire que on va passer en noir et blanc
et on va garder ici le rouge, ici le vert et ici le bleu. L'avantage, c'est qu'ici, on va pouvoir faire des réglages un petit peu plus précis. Ici, avec le rouge, on va pouvoir régler en fait tout ce qui est un petit peu teint de peau, toutes ces choses-là. Avec le vert, on va pouvoir régler tout ce qui est la nature, tout ce qui est les arbres, l'herbe. Et avec le bleu, on va pouvoir régler le ciel, l'eau et toutes ces choses-là. Donc là, regardez, si on augmente le rouge, on va voir qu'on va gagner en luminosité sur le visage de la personne. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter ici. Donc en fin de compte, c'est beaucoup mieux de passer là-dedans parce qu'en fait, on a plus de contrôle en fait sur le noir et blanc. On peut ajuster comme on a envie ce fameux noir et blanc. On va retourner dans la Primary Wheel et nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter un autre node. Donc là, on va déjà renommer celui-là, le node label, on va lui mettre Black and White, voilà. Et ici, on va faire un Alt S. On ajoute un node après. Et si on fait par exemple un Shift S, on va rajouter un node avant. Donc Shift S pour un node avant, Alt S pour un node après. Et ici, on va le nommer Sepia. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, on va lui donner une couleur Sepia. Là, on va aller dans les gammas et on va tirer vers un orange pour donner un petit peu ce look vintage, rétro, quoi. Donc on va laisser comme ça. À partir de là, je vais vous poser une question. À votre avis, si on intervertit les nodes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a de l'importance? Pour vérifier cela, on va juste simplement décrocher le node et intervertir. Donc pour décrocher le node, c'est simple, vous le sélectionnez et vous appuyez sur E. Il va le sortir de la timeline ici et on va le passer devant. Là, vous pouvez aussi cliquer sur la partie supérieure bleue en cliquant gauche et ça désélectionne le node. Là, on va le passer sur le vert et on va le passer là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, notre rendu, il est plus sépia. Il est noir et blanc. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le noir et blanc qu'on a à droite réceptionne le sépia qu'on a mis juste avant. Si je l'enlève, regardez la différence. Vous voyez? Donc là, en fait, on a appliqué un sépia en premier et on applique un noir et blanc par-dessus. Mais le sépia est toujours là. Changement de couleur. Là, si je l'enlève, on récupère notre couleur d'origine. Donc, pour ceux qui ont répondu oui, l'ordre des nodes compte, c'est tout juste. Mettez-moi en commentaire ceux qui ont trouvé la bonne réponse. On va voir rapidement l'anatomie des nodes. On va déjà en décrocher un pour que ça soit beaucoup plus clair. Donc ici, hop, on l'enlève et on le met là. Simplement, à gauche, c'est le sens du flux vidéo. Donc input ici, output ici. On a deux entrées, deux sorties, vert et bleu. L'entrée verte, ça correspond au RGB, au signal vidéo en pixels. Donc ça rentre, on applique quelque chose, on ressort, on renvoie l'image. L'entrée bleue et la sortie bleue, ça permet en fait d'utiliser un masque. Par exemple, si on souhaite appliquer un masque ici, on va envoyer l'information et on va la ressortir sur le prochain node pour pouvoir appliquer quelque chose uniquement sur le masque. Allez, maintenant on passe à la suite. Pour ce deuxième exercice, on va voir pourquoi un workflow devient destructif. Donc ici, on ne va pas parler d'un look en soi, on va parler plutôt de la compréhension du signal, en fait, du signal vidéo. Pour commencer, on va déjà reset all node et on va repartir sur un node classique. On va créer une ombre écrasée qui est à peu près -20, -22. Ici, on va créer un nouveau node, add node. Et sur ce node-là, la question va être, est-ce que on va pouvoir sauver cette image sans utiliser la Primary Wheel Delift? On va passer par les curves. Ici, si je sélectionne ce node, on voit que là, les ombres à droite dans le waveform sont complètement écrasées. L'erreur principale à ne pas faire, c'est de modifier uniquement les midtones qui correspondent au gamma. Ici, si on monte, on va éclaircir l'image, mais on n'aura pas récupéré notre image par défaut. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le point qui est complètement dans les ombres et on va le remonter dans les highlights. Et ici, on va éclaircir les ombres. Du coup, on va redécoller ici. Regardez, si on redescend, on est les ombres écrasées et là, on les décolle pour redonner une belle image. Faites compte pourquoi on appelle ça un workflow destructif. Bah, tout simplement, c'est qu'en fait, si tu corriges au mauvais endroit, ça devient vite un problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu empiles des corrections inutiles, tu perds du contrôle en fait sur les modifications que tu vas apporter, et tu casses la logique d'un signal vidéo. Du coup, on appelle ça un workflow destructif. Faites compte, cet exercice nous a montré que les détails ne sont pas perdus, mais qu'il faut agir au bon endroit en fin de compte, dans la bonne zone du signal. Pour ce dernier exercice, on va appliquer un contraste, on va appliquer un look, on va intervertir les nodes pour voir une différence et on va utiliser ici l'image wipe pour pouvoir voir la différence en faisant un grab still. Donc le premier node déjà, on va lui donner le node label contraste. On va créer
un contraste, voilà. On va lui redonner un petit peu de pivot pour pouvoir donner des détails sur le visage. On va descendre un peu, voilà, comme ça on éclaircit un petit peu le visage. On va faire un Alt S pour ajouter un autre node, un clic droit, node label, look. Et pour ce look, on va faire très simple, on va lui rajouter un petit effet bleuté, voilà, comme ceci. On va exagérer un petit peu pour qu'on voie bien la différence. Qu'est-ce que ça fait si on intervertit ces deux nodes? Donc c'est très simple, sélectionne notre node, on appuie sur E pour le décrocher et on le passe devant. On prend le signal vidéo, on le donne au look et on rajoute au contraste. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe que, en fait, on a toujours cette image bleutée mais beaucoup plus appuyée. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on applique un contraste sur ce look qu'on a fait juste avant et qui va nous donner cette image-là, ce résultat très bleuté. Donc on va maintenant comparer. On va faire un grab style, comme j'avais fait dans ma première vidéo color basique. Je t'invite à aller la voir, tu verras, on en parle. Là, on a créé notre style. On va faire un CTRL Z pour réinverser nos looks. Voilà, on revient juste comme avant. Et maintenant, on va double-cliquer sur cette image. Et ici, regardez, avec l'image wipe, on voit la différence en ayant notre contraste remis par défaut comme au début, notre look ensuite. Et ce style, c'est le look en premier et le contraste ensuite. Et ici, quand on actionne image wipe, vous voyez, si je fais ça et que je fais ça, on voit la différence. Donc oui, en fin de compte, l'ordre des nodes est ultra important selon vos réglages et comment vous avez envie de mettre en place votre vidéo. Dans cette partie, on va voir comment utiliser un fichier RAW dans DaVinci Resolve et utiliser la palette HDR pour pouvoir régler la tonalité de ce clip. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est un fichier RAW? Un fichier RAW, c'est un fichier brut où on va avoir beaucoup d'informations en termes de lumière, en termes d'ombre. Le RAW, il te donne un énorme avantage. Tu peux modifier l'ISO, tu peux modifier la température, tu peux modifier l'exposition après avoir fait ta prise. On va donc aller directement dans la petite caméra ici, à gauche de notre panel, et on va cliquer dessus. Et dedans, on va avoir plusieurs réglages. Nous, on va s'intéresser à l'ISO qui est à 400. Qu'est-ce que c'est réellement? L'ISO, c'est la sensibilité à la capture de la lumière. Plus l'ISO est élevé, plus ça sera lumineux. Plus il est bas, moins ça sera lumineux. Donc ici, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va le régler sur 100. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un ciel en arrière-plan là qui est complètement clippé. On voit qu'on n'a aucun détail. Donc déjà, on va le réduire à 100 et qui va nous ramener un petit peu le ciel. Mais ce n'est pas fini. Il reste un paramètre à ajouter pour qu'on récupère en fait ces détails. Si on va dans le waveform, on va voir une chose. On va voir ici, à environ 896, notre ciel est stuck à ce niveau-là. Mais en réalité, le ciel n'est pas réellement clippé en fait. Il faut juste qu'on fasse une reconstruction d'image. Et pour faire ça, on va faire le Highlight Recovery. Et quand on clique là, vous allez voir, là on récupère un waveform, une curve, regardez, si je désactive, on perd, et là on récupère. On va passer dans le HDR. HDR se trouve là. HDR se compose de 6 roues. On a les blacks, donc black, dark et shadow, et ensuite on a les light, highlight, specular, et notre global qui correspond un petit peu au offset de notre roue ici, regardez, de la primary wheel, le offset. Donc ici l'avantage, c'est que on va avoir beaucoup plus de réglages, on va être beaucoup plus pointu en fait sur les réglages de notre image. On va commencer à bidouiller un petit peu cette image pour lui donner un aspect plus sympa. On va déjà lui donner un petit peu de luminosité avec le global. Donc là, l'exposure, on va la mettre à peu près à 1 pour que ça nous donne quelque chose de plus clair. Ensuite, on va descendre le highlight pour créer un petit peu dans les scopes un peu d'espace en haut. Regardez, vous allez voir. On va sur l'exposure et on va mettre dans les moins. Regardez, là, si on descend, regardez le ciel. Vous voyez, le ciel reprend des détails. On va jouer avec les spéculas. On va remonter les hautes lumières et on va jouer avec le contraste du ciel. Donc là, on va monter le spécular à peu près vers les 80 ou quand on a une modification en termes du ciel, regardez là on commence à récupérer des détails avec le ciel. Donc là vous voyez on a bien les nuages qui reviennent. Si on coupe le node, regardez, vous voyez on perd tous nos réglages qu'on a fait juste avant. Maintenant on va jouer avec la luminosité du ciel. Donc on va augmenter l'exposure pour pouvoir avoir un ciel un petit peu plus clair. Donc là on va aller par là à peu près. Et nous ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va rajouter une petite couleur bleue. Regardez, si on rajoute du bleu, regardez le ciel comme il va être beaucoup plus sympathique. On va laisser comme ça et on va continuer. Ensuite on va passer sur les 3 autres roues. On va aller dans le shadow et on va rajouter de l'exposure pour éclaircir un petit peu les ombres. Regardez, si hop, là on va éclaircir.
Là, je pense qu'on a éclairci suffisamment. On va rester par là. Et on va rajouter de la saturation pour pouvoir faire ressortir en fait la couleur des vêtements. Regardez, si on rajoute, ça devient beaucoup plus sympa, beaucoup plus joli, quoi. On a les couleurs, on a les détails. Ensuite, on passe sur les darks. Et on va réduire les mid-tones. Donc là, on va aller dans Exposure et on va descendre un petit peu. Et vous voyez, regardez, si on fait extrême, vous voyez les ombres, comment on les accentue. Donc là, on va rester légèrement sur du 25 à peu près. Comme ça, on a appuyé un petit peu sur les ombres. Pour finir, on va aller dans les blacks, la dernière wheel ici, et on va réduire pour donner un petit peu un appui sur les plis des vêtements, les petites zones sombres des branches, tout ça. Donc là, on va juste descendre jusqu'à -1. Je pense que ça sera très bien comme ça. Là, c'est pas mal. On va jeter maintenant un coup d'œil au slider qui se trouve juste à côté des wheels. Qu'est-ce que ce slider fait? Ce slider affecte en fait la partie de la zone où vous voulez appliquer une modification. Pour être clair, regardez, en cliquant sur cette petite icône, en restant appuyé, vous allez voir où c'est qu'on va affecter en fait la modification. Et il y a pour chaque wheel la possibilité de régler ce slider et appliquer une modification. Donc tout simplement, pour savoir où c'est qu'on va modifier ça, on va aller ici et on va activer le highlight. On va aller sur les lights et ici, on va voir où c'est qu'on affecte. Là, si on fait ça, ça va être affecté absolument partout. Et plus on va monter, plus on va réduire. Donc là, l'idée, c'est de focus uniquement sur le ciel. On se met à peu près par là. Et si vous regardez, on n'a plus aucun détail en dessous de l'image. Et du coup, on va appliquer cette modification au niveau du ciel. On peut le désactiver. Si on change l'exposure, c'est uniquement le ciel qui va changer. On va faire avec la couleur pour vous montrer que, vous voyez, le ciel devient bleu, le ciel devient rose. Parce qu'en fait, on a target uniquement cette zone. Et on peut faire absolument la même chose pour chaque wheel. On va s'intéresser à l'outil Color Wrapper. Cet outil est comme les courbes HSL, mais en 2 dimensions. On peut modifier la teinte et la saturation en même temps. Donc déjà, on va regarder qu'est-ce que c'est. C'est ceci. Voilà. Là, on a la teinte et la saturation. Donc on va agrandir. Il y a 2 façons d'interagir avec le Color Wrapper. La première, c'est d'utiliser directement la grille ici et de choisir un point et de modifier. On va prendre un point ici, par exemple celui-là, et là, hop, regardez. Voyez, on change la couleur. Mais là, c'est pas vraiment très précis. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir plus de précision et plus d'action sur ce qu'on a réellement envie de modifier. Donc là, rentre en compte la deuxième façon. La deuxième façon, c'est de prendre notre petit curseur là. Il y a la petite pipette. Et là, regardez, quand on va bouger sur notre image, on va avoir une croix en dessous dans la grille qui va bouger en même temps. Ça nous donne exactement la couleur qu'on survole. Et le carré, si vous voyez, on a un petit carré jaune qui vient de se mettre juste en dessous de la croix là, c'est la zone la plus proche qu'on va pouvoir modifier et qui aura une répercussion sur notre image. On va prendre un exemple tout simple. Donc par exemple, nous ici, on est intéressé par ces buissons là. Donc on va aller là et on va sélectionner ce carré. On tire pour pouvoir modifier tout ce qui correspond avec la couleur qu'on a survolée juste avant. Donc par exemple, là, on va donner un effet un petit peu vert, joli. Une fois qu'on a fait ça, on va vouloir modifier autre chose. Qu'en est-il du ciel avec les montagnes? Regardez notre croix, vous voyez? Elle est dans la même zone, ici. Elle se trouve dans ce triangle ici, dans cette zone-là. Ce qui veut dire que si on modifie, par exemple, cette zone, vous voyez, les montagnes et le ciel changent en même temps. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut vraiment que les montagnes soient d'une couleur et le ciel soit d'une autre couleur. Pour faire ça, c'est très simple. On va diviser la grille pour avoir plus de points de repère et modifier spécifiquement ce qu'on a besoin. Donc on va aller ici, on va cliquer sur 12. Et là, automatiquement, on va avoir une division de points. Nous, on veut modifier quoi? On veut juste modifier les montagnes. On veut garder le ciel tel quel et on veut modifier la couleur des montagnes. On va encore utiliser notre petite pipette et on va aller chercher un endroit dans la montagne. On va se mettre par exemple ici. On va cliquer et ça va nous mettre un point ici. Mais si je fais ça, on va avoir un problème, regardez. Le ciel change de couleur avec les montagnes. Et nous, on veut pas. Nous, on veut pas ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pin le ciel pour qu'il ne puisse pas être modifié. Pour faire ceci, on va aller sur le ciel, on va cliquer et ça va nous mettre le point dans la zone où se
trouve le ciel. Ensuite, on va ici à droite, Convert Select to Pin, et on clique. Et là, ça va nous lock en fait le ciel. Et ce qui va se passer, c'est que nous, on va pouvoir modifier comme on veut les montagnes sans toucher au ciel. Vous voyez? Les montagnes changent de couleur, mais le ciel reste toujours tel quel. Donc là, on peut très bien mettre des montagnes un petit peu plus, on va dire comme ça, là, voilà, un peu plus vertes. Ça n'a pas de sens, mais c'est juste pour vous montrer la démarcation. Mais le ciel n'a pas du tout changé de couleur. Donc c'est un outil qui est vraiment super puissant parce qu'en fait, vous pouvez vraiment régler n'importe quelle partie de la zone souhaitée. Vous pouvez aller sur la voiture, vous allez voir, hop, là, ça va nous mettre un autre point ici. On va ici, ça nous met un point là. Et on peut vraiment modifier comme on le souhaite. Donc c'est un outil vraiment puissant. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'utilise. Je trouve ça assez sympa, donc je pense que je vais expérimenter. Je vais essayer d'appliquer ça sur peut-être des clips, des réels, des vidéos longues, juste histoire de pratiquer, voilà. Donc s'il y a un truc à retenir sur le Color Wrapper, c'est qu'en fait, on est en 2 dimensions et on modifie la teinte et la saturation en même temps. On va s'arrêter là pour cette petite présentation de l'Advanced Color dans DaVinci. Évidemment, il y a plein d'autres choses à voir. J'ai juste, on va dire, survolé, effleuré la surface en suivant, comme d'habitude, le tutoriel de DaVinci chez Blackmagic. Ils sont vraiment géniaux. Malgré que c'est sous DaVinci 17, ça reste un truc top. Il y a 2-3 changements au niveau de l'interface, au niveau des réglages, mais ça reste quasiment la même chose, donc je vous le recommande. La prochaine vidéo, ça sera la suite, et on verra comment ajouter un effet avec l'onglet Color, les Open Effects, on verra ça aussi, comment sauver un grading, et comment exporter et importer des gradings dans notre onglet couleur pour pouvoir faire des modifications. Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!